Donc, bienvenue à cette session de Parlons Autisme avec moi, donc Alexandra Bruni-Nogier. Je vais me présenter. On a un petit condensé de choses à se dire. Je remercie évidemment la boutique en ligne Bien-être autiste qui, pour marquer le coup, lors de la journée mondiale de l'autisme, a choisi de vous offrir 1 heure en présence d'un professionnel, un professionnel qui est habitué à travailler avec des personnes qui présentent un TSA. Donc voilà, on peut remercier la boutique. Je vais me présenter et puis on va aborder certains points et on terminera ce moment passé ensemble par un chat questions-réponses. Donc j'essaierai de me connecter au chat en même temps. Ça ne sera pas évident, mais voilà, on va faire au mieux pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez à me poser. Alors, donc, je m'appelle Alexandra Bruni-Nogier, je suis psychologue libérale. J'ai mes petites anti-sèches là que j'avais préparées pour vous. Je suis psychologue libérale depuis 22 ans. J'ai un parcours qui n'est pas très typique, pour ne pas dire atypique complètement. En dehors de ma pratique de psychologue libérale en cabinet, je suis aussi formatrice. Je donne de la formation DPC à l'attention des professionnels de santé. La DPC, c'est donc l'organisme qui prend en charge la formation continue des soignants. Et donc, en étant formatrice DPC, je suis amenée à former, dans le cadre de leur formation continue, des médecins, des kinés, des infirmiers, des sages-femmes, etc., à toutes les questions psy. Donc, notamment, ça peut être effectivement les addictions, ça peut être les violences, ça peut être le stress des soignants, l'anxiété, et ça peut être éventuellement aussi des troubles tels que les troubles TSA. Donc voilà, je suis également psychologue du sport et préparateur mental. Et ça me donne une forme de spécialisation à tout ce qui est psychocorporel. Et donc, les problématiques psychocorporelles, et notamment l'autisme qui en est une. Et donc, je suis aussi hypnothérapeute et maître praticienne en PNL. Donc, voilà pour ce que je fais au quotidien au cabinet. En ce qui concerne ma formation, moi, j'ai été formée en psychopathologie à l'université d'Aix-en-Provence et dans le cadre donc de ma maîtrise, j'ai eu une formation en psychopathologie de l'enfant à travers un stage d'1 année dans le service du professeur Ruffo, qui était le service infanto-juvénile. À l'époque, on appelait ça donc le service de pédopsychiatrie de Sainte-Marguerite du professeur Ruffo. Au cours de ce stage, au contact donc de cet éminent professeur, j'ai pu apprendre, notamment au travers des consultations télévisées, puisque outre le fait d'être en contact avec les patients, les internes, les psychologues en fin de formation, etc., nous étions aussi conviés une demi-journée par semaine à assister aux consultations du professeur Ruffo, puisque avec l'autorisation des parents qui étaient donc OK pour participer, il y avait des consultations qui étaient filmées. Et donc, nous, les étudiants, nous étions dans la salle à côté et nous pouvions assister à la consultation. Et ensuite, Marcel Ruffo venait débriefer avec nous et parler de voilà, comment nous, on avait perçu les choses, les symptômes, etc. Donc, au contact du professeur Ruffo et des enfants que j'ai pu voir pendant 1 an, non seulement en consultation comme ça télévisuelle, mais aussi en participant au groupe de tous ces enfants qui étaient reçus en ambulatoire plusieurs demi-journées par semaine, j'ai été forcément formée à prendre en charge des enfants présentant des troubles autistiques. Donc, ça a été mon premier contact avec l'autisme en institution.
Ça a été un petit peu l'objet de mon mémoire, puisque j'ai fait ce mémoire qui portait le titre suivant, Symptômes chez l'enfant, indices ou pièges, puisque je m'étais rendu compte que c'était parfois très difficile de poser des diagnostics et qu'on pouvait bien avoir une errance importante pendant plusieurs années, voire des erreurs. Et que c'était quelque chose de pas évident. Donc, j'ai toujours été très intéressée par la démarche diagnostique. Voilà. En ce qui concerne mon expérience, je suis ni une spécialiste ni une experte en autisme. Néanmoins, j'ai 22 ans de pratique en cabinet dans la prise en charge des patients autistes et de leurs familles. Et j'insisterai beaucoup sur ce point-là parce que ce soir, on n'est pas là uniquement pour parler des gens qui présentent un TSA, mais de l'autisme en général et donc aussi voilà, de l'impact que ça peut avoir sur les familles des patients. Moi, en cabinet, je reçois des adultes, des adolescents et des enfants. Et donc, je suis amenée évidemment à recevoir des adultes, des adolescents et des enfants TSA, ainsi que leurs familles. Voilà pour la présentation qui me concerne. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. En ce qui concerne les choses dont je vais vous parler avant qu'on s'intéresse au chat, je vais juste regarder quelques instants pour m'assurer qu'il n'y a pas des soucis techniques qui remontent dans le chat. Hop, hop, hop. Excusez-moi, je veux juste vérifier. Hop, le chat, c'est où? C'est là. Tout est OK, merci. C'est l'administratrice de l'événement qui me dit que tout va bien. Ça y est, impeccable. Donc, je vais vous parler un petit peu du menu qu'on a prévu avant de passer vraiment à la notion de questions-réponses, puisque toute la dernière partie de l'intervention sera dédiée à ce format-là, c'est-à-dire que j'irai dans le chat regarder vos questions, vos remarques, vos inquiétudes, et j'approfondirai certaines choses et je répondrai aux questions autant que faire se peut à ce moment-là. Avant ça, on a prévu donc de vous présenter, alors je regarde un petit peu le menu, de vous présenter donc un petit point sur les fondements de l'autisme en 3 grandes parties, la définition et le spectre de l'autisme, les signes précoces et la notion de diagnostic, et les approches et prises en charge. Ensuite, on fera un tour rapide sur vivre avec l'autisme, le quotidien, les défis, notamment pour les familles, hein, les perspectives des patients et des familles. Et enfin, les stratégies d'adaptation et la question de l'intégration sociale. On n'aura pas le temps de tout, évidemment, traiter en profondeur. On va aborder avec le temps qu'on a et puis je répondrai à vos questions ensuite. Alors, la notion de définition et la notion de spectre. En ce qui concerne l'autisme, on parle de TDN, il s'agit de troubles neurodéveloppementaux que l'on peut retrouver avant 36 mois. Ce n'est pas le cas de tous les troubles. Il y a une chose qui est importante, c'est la notion de spectre. On parle de spectre pour que cela puisse, comment je pourrais vous expliquer ça, traduire l'hétérogénéité des manifestations autistiques. Mais nous y reviendrons tout à l'heure quand on va parler un petit peu de nosographie. La nosographie, c'est la manière que l'on a de classer les pathologies. L'autisme, ce mot, il est intéressant parce que c'est un mot qui est assez ancien. C'est un psychiatre allemand suisse qui a utilisé un mot allemand plutôt, le mot autismus. Donc ce psychiatre, c'est Bleuler, en 1911, qui utilise ce mot pour décrire un symptôme qu'il voit puisqu'il voit pas ça encore comme une pathologie. Ce mot, d'où il vient, autismus, il vient du grec ancien autos. Autos, ça veut dire soi-même. Et ensuite, le suffixe ismus, ça traduit plutôt le repli un peu morbide sur soi. Donc, on voit déjà que dans le mot, il y a déjà un petit peu la définition. Donc ça, c'est 1911 avec Eugène Bleuler, qui est donc un psychiatre suisse. Il faut attendre 1943 et le fameux Léo Kanner, qui est un psychiatre austro-américain, qui, lui,
va décrire donc en 1943 l'autisme à proprement parler, les signes de l'autisme. C'est la première description qui insiste sur le caractère présent d'emblée chez l'enfant des troubles. Et Kanner, d'ailleurs, en posant cette définition de l'autisme, va laisser son nom à la forme la plus sévère qu'on a longtemps appelée l'autisme de Kanner, qu'on appelle aujourd'hui un TSA très sévère. Donc ça, c'est 1943. Et bien peu après, en 1944, c'est le tour de Hans Asperger, qui lui aussi a laissé son nom du coup à un syndrome que l'on n'utilise plus non plus ce nom. Je vous expliquerai pourquoi aussi tout à l'heure, même si dans la communauté, on continue d'en parler. En tout cas, en termes de nosographie, ça n'est plus en vigueur. Hans Asperger, lui, il décrit une forme d'autisme où la sphère verbale est préservée, il y a un langage et il y a même des fonctions intellectuelles qui sont préservées, voire supérieures. Voilà, et on a donc laissé son nom pour parler de ce type de TSA et qu'on a appelé pendant très longtemps le syndrome d'Asperger. Finalement, on attendra les années 80 avec Lorna Wing, une femme qui nous suggère que finalement, l'autisme, c'est plus un ensemble de symptômes très hétérogène et qu'en fait, ce n'est pas binaire. Il n'y a pas absence ou présence d'autisme. C'est plus quelque chose d'un ordre d'un éventail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de spectre d'ailleurs. C'est elle qui a commencé à parler de ce monde continu, finalement, quelque chose de plus dimensionnel que catégoriel avec l'autisme. Lorna Wing, elle a laissé son nom à la triade de Wing dont on parlera tout à l'heure également. L'autisme, c'est 1 à 2% de la population mondiale et je dirais qu'il y a 3 à 4 garçons pour une fille. On doit aussi constater qu'il y a un retard conséquent de diagnostic pour les petites filles, puisque l'autisme au féminin, ça serait un sujet qu'il faudrait aborder aussi, est particulier et permet par rapport au fonctionnement cognitif des personnes de sexe féminin, eh bien, de masquer très très longtemps les symptômes, de mimer les comportements sociaux et donc de mimer finalement une intégration et une communication qui fait que c'est très difficile parfois de poser un diagnostic et qu'il va arriver probablement tard dans le temps. Donc, l'autisme, c'est quoi? C'est des difficultés plus ou moins marquées. Je vous rappelle qu'on parle d'un éventail, d'un spectre sur trois grandes organisations. Les interactions sociales et la communication, un mode atypique d'activité avec des intérêts fixes et restreints, et une hyper ou une hypo, on en parlera, sensibilité sensorielle. Donc ça, c'est ce qui est le plus marqué. On retrouve chez les personnes autistes des besoins et des capacités variables et évolutives. Ça peut bouger dans le temps. Certains vont pouvoir vivre en autonomie et d'autres vont avoir besoin de soins toute leur vie. Donc voilà, vous voyez à quel point d'un patient à l'autre, les choses sont très différentes. Évidemment, ça a une incidence sur la scolarisation et sur l'emploi. Et on va parler un petit peu de quelque chose de moins intéressant, mais qui est très important, c'est la nosographie. La nosographie, c'est la manière dont nous, les spécialistes, psychiatres, psychologues, la manière dont nous classons les troubles. Il y a 2 grands classements sur le plan mondial. Le premier, c'est le CIM. Le CIM, c'est le classement de l'OMS. Dans le classement du CIM, vous avez toutes les pathologies qui existent et pas uniquement les troubles psychiatriques. Donc, vous allez retrouver dans le CIM l'angine, l'entorse, et également les troubles psy. Ça, c'est pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé. On en est aujourd'hui au CIM 11. Voilà. Le deuxième type de classement, celui-là, il est spécialisé sur les troubles psy. C'est donc le manuel des psychiatres qui est utilisé également par les psychologues. Et on appelle ça le DSM. Nous en sommes à la 5e édition du DSM. Et le DSM-5 date de 2013. D'ailleurs, en 2013, quand il est sorti, il y a eu une controverse assez importante avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'abandon des sous-catégories. On ne parle plus
d'autisme de Kanner, on ne parle plus de syndrome d'Asperger. On parle aujourd'hui de TSA, un spectre unique avec une qualification de l'intensité du spectre. TSA, trouble du spectre autistique. Avant, on parlait de la triade autistique de Wing. Wing, je vous rappelle, c'est la psychiatre des années 80 qui a commencé à parler plutôt de quelque chose de non-binaire. Au départ, donc, jusqu'au CIM-10 notamment et au DSM-4, donc avant 2013, on parlait de triade de Wing. La triade de Wing, c'était, on regardait trois choses essentielles, les interactions sociales réciproques, on regardait la communication et le langage, et on regardait le comportement stéréotypé et répétitif. Aujourd'hui, depuis le DSM-5, on regarde une dyade autistique. On n'est plus dans une triade. Là, on va s'intéresser à une altération de la communication sociale et à des intérêts restreints et stéréotypés. Donc, il y a un abandon de la catégorie dans le DSM-4 et dans le CIM-10 de TED. On parlait de troubles avant ça du développement, troubles envahissants du développement. Aujourd'hui, on parle de troubles du spectre autistique. Voilà, donc vous voyez que les termes changent et il faut savoir que quand les termes changent, en général, ça suit un petit peu les avancées scientifiques, les théories qui évoluent. Et chaque fois qu'on change de terme, chaque fois qu'on change de théorie, chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, eh bien, ça va influencer aussi les prises en charge des troubles. Je voulais juste vous revenir sur l'étymologie du terme autisme parce que ça me paraît très, très important. Cette étymologie autos, qui est du grec ancien, qui veut dire soi-même. Ça métaphorise vraiment bien le concept d'autisme parce qu'on peut imaginer l'enfant qui est atteint d'autisme comme excessivement replié sur lui-même au point de ne pas avoir besoin de relationner avec l'autre, au point de ne pas avoir l'envie ni l'attrait pour l'autre, ou alors de l'avoir uniquement pour des raisons de logistique, pour qu'on lui attrape quelque chose, pour qu'on fasse quelque chose pour lui. Il n'y a pas ce besoin de relationner pour être tout simplement dans de l'humain et du relationnel. Donc, c'est finalement un état d'être au monde. C'est la manière dont moi je le vois. J'essaie de regarder le timing, c'est un peu compliqué. Si l'administrateur peut m'envoyer un petit coucou pour me dire ce qu'elle en pense du timing, voilà, qu'elle n'hésite pas. On va parler un petit peu de causes, parce que là aussi, il y a eu des controverses très, très importantes. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des causes finalement qui sont multifactorielles. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et notamment, grâce au progrès des neurosciences, on a pu se rendre compte de la part génétique de l'autisme qui est assez importante, puisqu'aujourd'hui, nous avons la capacité de dire que 25% des cas d'autisme sont d'une origine génétique identifiable. Il y aurait plus de 200 gènes qui rentreraient en ligne de compte et 600 variants. Donc, vous vous rendez compte à quel point ça peut être important. La deuxième chose qui va rentrer en ligne de compte en ce qui concerne les causes de l'autisme, ça va être les causes environnementales et notamment les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a tout un tas d'études qui sont faites à ce sujet-là et au fait, notamment, je ne vais pas rentrer dans les détails là aussi, des dysfonctionnements de la thyroïde chez les mères d'enfants autistes au moment de la grossesse et donc un déficit d'iode qui serait perturbé finalement par des polluants, des produits comme le bisphénol A, vous en avez entendu parler, le brome, il y a plein de produits qui sont visés, qui viendraient perturber tout ça. Et en ayant une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, eh bien, le développement neurologique in utero ne se ferait pas correctement. Voilà, donc ça, c'est les deuxièmes grandes causes, j'allais dire, finalement, de l'autisme. Rentre en ligne de compte aussi l'âge des parents. Plus les parents sont d'un âge avancé, plus le risque de développement d'un TSA est important. Rentre aussi en ligne de compte, évidemment, une complication à la naissance, une prématurité, un petit poids.
Il y a aussi l'exposition pendant la grossesse à certains produits, et notamment la dépakine, qui est un produit qui peut être utilisé, par exemple, pour la dépakine, c'est utilisé pour l'épilepsie, notamment. Je regarde un petit peu le chat pour voir s'il n'y a pas de soucis ou pas de problème. Je me dépêche. Vite les questions, ça sera dans 10-15 minutes. Donc, il faut que je fasse vite. Donc voilà, je vous disais l'exposition à la dépakine in utero. Vous avez peut-être entendu parler aussi d'une co-occurrence, c'est-à-dire une corrélation qui a été remarquée entre l'autisme et un déséquilibre du microbiote. Le microbiote, c'est donc tous les microbes, mais les bons microbes qu'on peut avoir à l'intérieur du tube digestif ou notamment dans la bouche. Et il y aurait un espèce de cercle vicieux entre la présence d'autisme et le microbiote, et ce serait un cercle vicieux aggravant l'un de l'autre. Aujourd'hui, c'est important de le noter, il y a des facteurs qui sont rejetés, dont on a parlé pendant longtemps ou pendant quelques temps. Les facteurs rejetés, c'est évidemment le dysfonctionnement de la relation parent-enfant, qui était la théorie avancée par la psychanalyse. Ça a été complètement récusé aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui ont été rejetés avec les progrès de la science et des études un petit peu plus pointues, et notamment la vaccination, qui ne serait pas un facteur de cause, le gluten, le mercure, etc., qui ont pu être évoqués à certains moments. Voilà, les signes précoces, très importants. Je voudrais aller là-dessus avant de pouvoir répondre à vos questions. Les parents sont les premiers à s'inquiéter du fonctionnement de leur enfant. Et moi, c'est souvent que je reçois des parents qui viennent en me disant, je sais pas, il est différent de son frère ou de sa sœur, ce bébé. Je ressens quelque chose de particulier. Parfois, le pédiatre ou le médecin a pu dire des choses rassurantes en disant chaque enfant est différent, chaque bébé, mais il y a un petit warning dans la tête des parents qui peut les inquiéter. Ou ça peut être aussi la famille, les grands-parents qui des fois n'osent pas en parler, qui trouvent des différences. Ça peut être la crèche, ça peut être l'assistante maternelle, ça peut être la maternelle aussi, l'entrée à l'école. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate très, très, très tôt, de manière très précoce? Eh bien, il peut y avoir un trouble de communication avec des enfants qui précocement ne vont pas pointer du doigt et qui vont avoir un retard de langage. Retard de langage chez un petit tout, ça peut être quoi? Ça veut dire pas du tout ou quasiment pas de babillage à 12 mois. Le babillage, vous savez, c'est ces petites chansons que font les bébés pour apprendre à parler, ba, 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 des choses comme ça. Je ne sais pas le faire correctement. Et bien là, il y a une quasi-absence ou une absence totale. C'est aussi une absence de parole à 18 mois. Il n'y a pas de mots. C'est aussi autour de 24 mois, pas d'association de mots. Vous savez que les enfants, autour de 24 mois, vont commencer à dire des mots ensemble qui veulent dire des mini-phrases. Veux boire, veut pas. Quand on commence à dire 2-3 mots et à les associer, c'est des mini-phrases. Et ça n'est pas présent là à 24 mois chez les enfants qui présentent un TSA. Ça peut être aussi quelque chose de particulier, c'est une perte du langage, c'est-à-dire un enfant qui a commencé à avoir un développement langagier et à un moment donné, ça s'est stoppé, ou ça peut être un langage non fonctionnel. Voilà. Autre chose que le langage, ça peut être aussi des troubles du comportement, avec des gestes répétitifs, avec des obsessions sur des objets. Ça peut être aussi une forme d'isolement important. Avant 12 mois, on ne peut pas poser de diagnostic, mais il y a des signes qui vont être évocateurs. Par exemple, ça peut être un niveau bas d'attention et de communication sociale. Pas de réaction au prénom. Un enfant dont on a la sensation qu'il n'écoute pas quand on s'adresse à lui. Difficulté ou absence ou quasi-absence de contact visuel. Avoir aussi, oui, ça peut être quelque chose d'important, un enfant qui a plus d'intérêt pour les objets que pour les personnes. C'est assez particulier, mais ça peut être le cas. Il peut y avoir des comportements répétitifs avec des objets, des fixations visuelles longues, un enfant qui va fixer très, très, très longtemps, qui va avoir aussi une utilisation atypique des objets. Faire tourner, aligner. Le mouvement de rotation va avoir sur ces enfants-là un effet fascinant.
Ça peut être des mouvements anormaux ou des postures particulières avec des battements de mains qu'on appelle du flapping, des mouvements de doigts avec un regard porté dessus, la marche sur la pointe des pieds qui peut évoquer d'autres choses, mais qui peut évoquer aussi quelque chose de cet ordre-là, une pauvreté motrice spontanée chez le nourrisson, qui est un peu hypotonique, une absence de sourire, une dysrégulation du tempérament, ça veut dire une sensibilité moindre aux signaux de récompense sociaux, aux bravos, des enfants qui ont des affects négatifs, qui ont des difficultés à contrôler leur attention. Voilà. Il peut y avoir sinon un développement typique la première année avec une dégradation à la deuxième année qui sera surveillée aussi, avec notamment un langage en retard la deuxième année, des particularités dans le regard. Jusqu'à 2 ans, il y a d'autres signes aussi qui vont arriver, les champs d'intérêt très précis, une absence ou une quasi-absence d'intérêt pour les autres enfants, des automutilations, un renfermement, une répétition de mots ou de phrases, on appelle ça des écholalies sans compréhension. C'est-à-dire que l'enfant ne répète pas parce que ce mot est joli et qu'il lui plaît et qu'il a compris qu'il obtenait quelque chose. C'est juste quelque chose de très répétitif sans compréhension. Et des difficultés dans la relation au jeu, l'absence de jeu notamment qu'on trouve chez les enfants comme le coucou caché, là ça fonctionne pas avec eux, et une rigidité de fonctionnement avec des rituels et notamment une rigidité sur le plan alimentaire. Voilà. Est-ce que c'est l'heure de répondre aux questions? Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'on me dit au niveau de l'administrateur. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit rien. Vous pouvez commencer à écrire vos questions. Donc voilà, moi je vais répondre aux questions le mieux possible, le plus simplement possible. L'objectif, c'est d'être avec vous comme avec les patients, à leur portée, et avec les parents, essayer de ne pas parler psy, mais de parler parents pour essayer de répondre. Comment, alors j'ai une question. Comment reconnaître un enfant Asperger? Alors, hop, je vais me remettre. Comment reconnaître un enfant Asperger? Alors, je le répète, Asperger, on n'utilise plus le terme. Ceci dit, nous, entre nous, on continue de l'utiliser parce que c'est quand même important de faire la différence entre un enfant autiste qui ne présentera pas de langage ou de communication et un enfant qui a un langage et un langage qui peut être efficient. Dans le syndrome d'Asperger, c'est très difficile à poser comme diagnostic d'abord. Je vais commencer par dire ça. C'est très difficile à poser comme diagnostic parce que, étant donné qu'il y a le langage, étant donné qu'il y a une intelligence qui est totalement préservée, voire qui peut être supérieure à la moyenne, il y a une espèce de compensation qui va se faire. Et d'autant plus s'il s'agit d'une fille. Parce que les petites filles, elles sont plus aptes à masquer et elles vont parvenir à mimer les comportements sociaux et à s'intégrer. Donc, dans le syndrome d'Asperger, qu'est-ce qu'on peut constater? Moi, je crois que le plus frappant chez ces enfants-là, c'est vraiment les difficultés relationnelles. C'est-à-dire, je vais vous parler moi de ma pratique. J'ai pas mal de patients Asperger qui viennent me voir. Je pense à eux. Voilà, et je les embrasse s'il y en a qui sont en train de regarder le chat. Dans le syndrome d'Asperger, ce qui est frappant, c'est à quel point les relations aux autres sont coûteuses. Les relations sont coûteuses parce qu'en fait, c'est très difficile pour eux d'être en relation. C'est très fatigant. Il y a une grosse fatigabilité. Il y a énormément aussi d'hypersensibilité qu'on retrouve chez l'Asperger. Il peut y avoir des intérêts très, très, très nets, marqués et restreints sur des sujets qui peuvent aller de l'astronomie aux dinosaures. Après, vous me direz, les dinosaures, beaucoup d'enfants aiment ce sujet. Mais c'est un intérêt qui vraiment est démesuré, qui prend une place démesurée. Ça peut être, je pense à un jeune homme qui vient me voir, qui est un jeune adulte Asperger, qui lui, son centre d'intérêt, enfin en tout cas le truc qui le passionne, ce sont, comment on appelle ça, les manèges à sensations.
Il est d'ailleurs dans une école d'ingénieurs et on a discuté l'autre fois de son stage à l'étranger. Eh bien, il le fera peut-être en Italie pour apprendre l'italien, car il y a beaucoup d'ingénieurs italiens qui conceptualisent les manèges à sensation. Et comme il ne parle pas italien, eh ben voilà, ça peut être un bon sujet. Donc, vous voyez que le syndrome d'Asperger, c'est très difficile à débusquer parce que ben voilà, c'est très très ça peut tout simplement prendre le visage d'autre chose. Alors, oulala, il y a plein de questions, j'arriverai pas à répondre à tout. J'essaye. Alors, est-ce que le parentage proximal et notamment l'allaitement long peut avoir des effets bénéfiques sur le développement des autistes? Alors, j'arrive pas à comprendre la question. Anne-Sybille, je suis désolée. C'est-à-dire, si je crois que je comprends, c'est-à-dire, est-ce que c'est mieux d'allaiter longtemps? Je crois que c'est ça que j'ai compris. Je pensais qu'on revenait sur les questions de psychanalyse où justement on disait que la relation mère-enfant était problématique. Alors voilà, précise ta question. Je crois que tu es en train de taper. Je veux bien que tu me précises ta question. Si la question c'est est-ce qu'un allaitement long peut engendrer de l'autisme, la réponse est non, clairement. Ça n'a rien à voir avec la relation parent-enfant. Est-ce que la question est tapée? Non, toujours pas. Elle est en train de taper. Est-ce que ça peut aider? Moi, je crois que évidemment, un parentage proximal, évidemment, une prise en charge des spécificités de l'enfant. Est-ce que ça a des bénéfices? Bon, ça va, c'est ce à quoi je suis en train de répondre. Donc, je disais, le fait d'être très proche de son enfant, de vraiment prendre en compte ses spécificités, de lui apporter le maximum de relationnel, y compris par le toucher, y compris par tous les sens, ça ne peut être que bénéfique. Après, je vais être honnête avec toi, Anne-Sybille, je ne connais pas d'études sur le sujet. Je vais me renseigner et si j'ai une réponse, eh bien peut-être par le chat de bien-être autiste, je pourrais apporter plus de réponses à ta question. Merci pour cette question qui est très intéressante. Alors, je continue les questions. Comment atténuer les colères où l'enfant se frappe lui-même? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Il y a quelque chose de très important à comprendre aussi sur l'autisme, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle qui marche. D'abord, il n'y a pas de méthode aujourd'hui pour guérir, puisqu'on ne peut pas guérir, ça fait partie de notre construction. Je vous le disais, c'est un état d'être au monde. Donc, on ne peut pas guérir de la manière dont on est au monde. C'est ma vision, encore une fois. Atténuer les colères d'un enfant qui se frappe lui-même, j'ai envie de dire la douceur, évidemment. Pour atténuer les colères, eh bien, c'est bien connaître le fonctionnement de son enfant, bien identifier ce qui est l'élément déclencheur. Il faut savoir que les enfants qui présentent des TSA ont un besoin d'immutabilité, d'immuabilité, c'est-à-dire que les choses soient toujours identiques, parce que même un petit changement qui pour nous serait anodin, pour un neurotypique, pour une personne qui ne présente pas de TSA, un petit changement serait complètement anodin. Pour ces enfants-là, ça va déclencher du stress et même de l'angoisse. Et donc, j'ai envie de répondre à Pascal que la meilleure chose pour atténuer les colères, eh bien, je dirais que il vaut mieux prévenir que guérir. Quand on connaît bien son enfant et qu'on a repéré quelles sont les routines qu'on doit mettre en place, quelles sont les choses qui le rassurent, en général, ça peut éviter un maximum de colère. Je suis désolée, je ne peux pas passer beaucoup de temps sur chaque question. J'essaye de répondre à un maximum de questions, mais c'est très, très, très compliqué. Comment apaiser les tics? C'est Anne-Sybille encore. Anne-Sybille, je réponds très, très vite parce que j'ai déjà répondu à une de tes questions. J'ai pas envie on m'accuse de favoritisme. Je donnerai la même réponse qu'à Pascal. Les tics, c'est un peu comme les colères. En général, c'est quelque chose qui vient répondre à l'angoisse. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Si l'enfant met en place on parle de stéréotypie, hein,
C'est des choses qui lui permettent de mieux gérer ses émotions et ce qui l'angoisse. Donc, c'est une béquille. Est-ce que ça vaut le coup de retirer une béquille? Je pense qu'il faut toujours réfléchir à ça et essayer de s'adapter et peut-être trouver d'autres solutions avec lui ou avec elle qui pourraient permettre à ce moment-là de ne plus avoir besoin de cette béquille-là. J'espère que ça répond à ta question. Alors, Liana me pose une question. Mère d'une enfant autiste, ma fille dit être homosexuelle mais n'a aucun lien amoureux. Est-ce qu'il y a une tendance des autistes à se définir ainsi? Cette question, elle est ultra intéressante, Liliana, je te remercie. Effectivement, ça m'est arrivé de nombreuses fois d'accompagner des personnes qui présentent un TSA dans leur identité sexuée et sexuelle. Donc là, tu me parles d'identité sexuelle, mais moi, je pourrais aussi te parler d'identité sexuée. Il y a énormément de personnes autistes, et notamment qui ont un syndrome d'Asperger, évidemment, puisque pour qu'ils puissent communiquer aussi précisément, il faut que ce soit un autisme léger ou un TSA léger. Cette question de la sexualité revient très souvent, et je crois que la sexualité dans l'autisme, ça serait vraiment intéressant de faire tout un débat là-dessus parce qu'il y a de quoi faire. Mais effectivement, c'est une tendance qui n'est pas surprenante puisque, étant donné que c'est une manière d'être au monde particulière, le TSA, tout ce qui est nouveau est anxiogène et forcément l'autre, la relation à l'autre est anxiogène. Et si en plus l'autre est différent de moi, ça l'est encore plus. Alors que s'il est du même sexe, je tendrais à dire que ça peut être peut-être un peu rassurant. J'espère que ça répond un petit peu à ta question. Je continue. Swazik me pose une question qui est très intéressante. Dans le monde anglophone, de nombreuses voix s'élèvent sur le double diagnostic TSA-TDAH rendu possible par le DSM-5. Qu'en est-il dans votre expérience? Swazik, cette question, elle est très intéressante parce que moi, de mon expérience, effectivement, on peut retrouver les deux chez le même patient. En tout cas, moi, je l'ai constaté plusieurs fois. Donc, est-ce qu'il s'agit réellement, parce que là, on rentre dans des considérations compliquées, est-ce qu'il s'agit réellement d'un TDAH à part entière ou d'un TDAH lié à l'autisme? Ça serait difficile d'y répondre. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le fait que, à cause de l'épandage de pesticides dans certaines régions de Californie, dans certains coins de Californie, il y a une augmentation de cas de plus 600% en 20 ans, de cas de TSA, de TDAH et de perte de QI aussi. Donc, je pense que tout ça est lié puisqu'il s'agit du fonctionnement neurologique et que, oui, effectivement, dans mon expérience clinique, je pense notamment à une patiente que je vois en ce moment, Mademoiselle D, je pense que je la vois demain matin d'ailleurs, elle présente les deux. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc, j'essaye de continuer. Hop, hop, hop. Alors, un enfant avec TSA Asperger peut-il avoir un cursus scolaire normal? Camille, cette question, elle est intéressante. C'est comme si tu me demandais, est-ce qu'un enfant qui présente un HPI très important peut avoir un cursus scolaire normal? Ça dépend. C'est pas top comme réponse, ça dépend, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc la réponse est oui, il peut. Je pense qu'il faut quand même des aménagements parce que même avec un syndrome d'Asperger, il peut y avoir une hypersensibilité à la lumière, au bruit. Donc je pense qu'avec quelques aménagements, des bouchons d'oreille, un casque anti-bruit, des lunettes teintées, une prise en charge par les enseignants des spécificités du syndrome d'Asperger, en tout cas du TSA de l'enfant, peut amener cet enfant à un cursus scolaire normal. Et j'en parlais tout à l'heure, j'ai plusieurs exemples. J'ai eu une jeune femme TSA infirmière, donc elle a fait un joli parcours scolaire. J'ai un jeune homme en ce moment qui est dans une école d'ingé, qui fait une prépa intégrée ingé et qui est très brillant. Donc oui, c'est possible. Camille, j'espère que je réponds à ta question. Ensuite,
Hmm. Quelle est la place d'un enfant autiste en crèche? Comment faire pour l'accompagner? Merci Elsa pour cette question. Alors, l'enfant qui présente un TSA a tout à fait sa place en crèche. Normalement, dans les crèches, il doit y avoir, et je les embrasse pour tous ceux qui participent, j'en connais au moins une, Elisa, les EJE, éducateurs jeunes enfants, qui peuvent être même de très très bons spécialistes, ou en tout cas de très bons professionnels pour prendre en charge le TSA. Et donc, pour accompagner cet enfant, je pense qu'il faut veiller à ce que la direction de la crèche, le JE, le personnel soit sensibilisé à l'autisme de manière à amener un maximum de compréhension au fonctionnement de l'enfant et de l'accompagner au mieux dans son évolution, dans l'acquisition d'habilités sociales, etc. Moi, je pense que ça peut être très bien pour un enfant qui en tout cas, le vit bien, d'être en crèche très, très tôt. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai? Le DSM, vous en pensez quoi? Waouh, Elsa, cette question, euh, elle est particulière. Le DSM, c'est le manuel de référence hein, pour les psys, surtout les psychiatres, mais aussi les psychologues. J'ai un peu trahi ce que j'en pensais. Hein. Moi, l'abandon des termes comme autisme de Kanner ou syndrome d'Asperger, ben, me frustre un petit peu. Je pense pas être la seule. Je pense que c'était intéressant de parler de spectre, c'est-à-dire de montrer qu'il s'agit d'un éventail, c'est-à-dire pour moi, c'est non binaire, c'est-à-dire il n'y a pas des gens euh, euh, qui n'ont aucune manifestation et des gens qui les ont toutes. Il y a une espèce d'éventail. Et j'ai aussi une vision particulière puisque pour moi, et en tout cas dans ma pratique, ça m'est particulier. Je pense que quand on est dans le cadre de l'évaluation de l'intelligence et notamment du QI, quand on part de la débilité intellectuelle, puisque c'est un terme scientifique, et quand on va vers la surdouance, le HPI, je pense qu'il peut y avoir à un moment donné un basculement au niveau social dans les interactions et à ce moment-là, une personne HPI va avoir des troubles autistiques. Donc ça, c'est ma vision. La notion de spectre, pour moi, du coup, elle est très importante et elle trahit la réalité de la clinique. Néanmoins, dans les TSA, je trouve dommage qu'on ne puisse plus utiliser des termes comme Asperger ou Kanner. Voilà, je crois que ça répond, enfin j'espère que ça répond à la question. Où j'en suis dans mes questions? Pop, pop, pop. Lien génétique entre HP et TSA. Alors, c'est une question qui est compliquée. Déjà, je dirais qu'il faut faire la différence entre la génétique, l'épigénétique et l'hérédité. C'est déjà des choses différentes. Euh, on a des études, et je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que je ne les ai pas en tête, je n'ai pas les dates ni les noms d'experts, mais ça peut être intéressant de reprendre ça sur un autre format. Certaines études épidémiaux montrent que effectivement, chez des jumeaux monozygotes, il peut y avoir du haut potentiel et chez l'autre, un trouble du spectre autistique. On peut avoir un trouble du spectre autistique et présenter un haut potentiel intellectuel. Voilà, j'espère que ça répond à la question. C'est pas évident, hein. J'ai peu de temps, j'essaye de faire au mieux. La présence d'un chien est très bénéfique à un enfant qui vit avec un TSA. Je suis 100 fois d'accord, Noël. Euh, euh, le chien, c'est un bon média pour amener l'enfant à déjà calmer beaucoup d'angoisse. Et ça, on le sait. Alors, c'est valable pour les chiens, évidemment, mais ça va être valable pour les chevaux. Nous, à Istres, parce que je suis dans les Bouches-du-Rhône, j'ai oublié de le dire quand je me suis présentée. Donc, je suis à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, à une cinquantaine de kilomètres de Marseille.
on a un centre équestre qui est assez chouette, dans lequel il y a une association qui permet aux enfants présentant des troubles et aussi aux adultes, quels que soient les troubles, et notamment des troubles du spectre autistique, de pouvoir bénéficier d'équithérapie. Et en fait, les résultats sont assez intéressants. Donc, le chien, bien sûr. Et j'ai envie de dire tout animal de compagnie. Tout ce qui permet à l'enfant, finalement, de vivre de nouvelles expériences. Et puis, un enfant qui présente un TSA va avoir tendance à avoir des difficultés avec tout ce qui est verbalisation. Et bien, avec un animal, ça va abolir cette frontière-là. Et ça peut être très intéressant d'apprendre aussi des habiletés sociales avec un animal. Là aussi, il y aurait tant à dire que c'est frustrant de ne pas pouvoir répondre à tout. Je suis désolée. Alors, euh, est-ce que le... Oh, ça a sauté la question, pardonnez-moi. Est-ce que les troubles dissociatifs de l'identité sont fréquents chez les femmes adultes Asperger? Eh bien, je ne connais pas d'études qui relatent ça, très honnêtement. Donc, je suis bien en mal, Virginie, de répondre à ta question. Je n'ai pas vu d'études à ce sujet, mais je vais me renseigner et on pourra réaborder ce sujet si toutefois j'étais en capacité d'y répondre. Ceci dit, j'en ai déjà rencontré. J'ai une patiente qui peut présenter sous certaines formes un trouble dissociatif à certains moments et elle présente un TSA. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Un enfant présentant un TSA fera-t-il forcément un enfant au trait autistique? Non. Alors, c'est Flore qui pose cette question. Si j'ai bien compris ta question, Flore, tu me demandes si une personne qui a un TSA aura forcément un enfant TSA. Je crois que j'ai compris ça, donc tu me corriges si ce n'est pas ta question. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure. Les causes de l'autisme sont plurielles. Il y a effectivement des gènes qui peuvent être présents et qui vont être malheureusement des gènes facilitateurs au développement de TSA. Mais la génétique ne veut pas dire l'hérédité. Ça veut dire qu'on peut avoir un gène, il peut y avoir une modification, en fait, pour que j'explique rapidement cette question de neurosciences, qui n'est pas facile. Les causes, elles peuvent être liées à quelque chose, liées à des gènes ou à des chromosomes, effectivement. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on possède un gène, le chromosome dont on parle, c'est le chromosome X qui serait porteur de problématiques. Ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un caractère génétique qu'il va forcément se traduire ou se traduire sur notre descendance. Parce qu'il y a aussi les causes environnementales, l'âge des parents, je vous en ai parlé, potentiellement comment s'est passée la naissance. Donc non, la réponse est non. J'espère que c'est clair. Oh, c'est compliqué de répondre aussi vite. Flore, j'espère que j'ai répondu. Pop, 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 pop. Sur Internet, Pascal, intéressant, microbiote. Il est proposé des traitements de greffe fécale pour changer le microbiote intestinal. Y a-t-il vraiment des résultats sérieux et publiés sur ce traitement? Pascal, moi, je crois qu'il faut être encore prudent. Pour l'instant, la seule chose qu'on est capable de dire au regard des études, c'est qu'on trouve un cercle vicieux et un cercle vicieux aggravant, c'est-à-dire les troubles du spectre autistique vont avoir un impact sur le microbiote et le microbiote que l'on retrouve chez les personnes présentant des TSA est un microbiote qui va aggraver les troubles. Aujourd'hui, je pense qu'on en est encore à l'état de recherche et peut-être que les traitements, c'est encore un peu précoce, sauf si il y a des études toutes nouvelles qui viennent de sortir. Mais je resterai encore très prudente à ce sujet. Ah oui, pardon. Ok. Elsa, pardon, je pensais que tu me demandais le DSM et que c'était une erreur de frappe. Tu me parles de l'approche Denver. Ok, donc il y a plusieurs approches qui sont intéressantes
plusieurs méthodes qui sont des thérapies finalement psychoéducatives et développementales. Et on en a notamment une qui est la Denver, qui utilise le jeu pour stimuler les compétences sociales dès le plus jeune âge. Ça a de très bons résultats, effectivement. Comme là-bas, qui va être une approche qui va avoir pour objectif, j'ai envie de dire, le renforcement des comportements positifs. On va avoir aussi l'approche Teach qui travaille sur l'autonomie à travers l'organisation de l'environnement. Il y a une approche de thérapie d'échange et de développement qui vise plutôt à l'amélioration de la communication et des interactions sociales. En fait, il y a plein de méthodes. Et j'ai envie de vous dire quelque chose de très, très important. Au niveau de la MDPH, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il faut faire des demandes et on peut obtenir. Alors, je sais que c'est compliqué, les démarches sont compliquées, épuisantes, et ça aussi, ça sera un sujet. Les parents sont épuisés par ces démarches, mais sachez que vous pouvez obtenir, en forçant un peu, des enveloppes pour vous former vous-même en tant que parent à certaines approches. J'espère, Elsa, que j'ai répondu. Flore me dit oui, c'est ça, merci, merci. Sandra, quelles activités est-il possible de proposer à des enfants TSA pour sortir un peu de leurs habitudes et de leur domaine restreint? Alors, waouh, moi je dirais, je reviens à des questions précédentes, Sandra, je dirais l'équithérapie. Ou effectivement une approche avec un média tel que l'animal. Ça peut être très, très intéressant. L'art-thérapie, très intéressant. Après, je reviens à la notion, je sais, je suis casse-pied, et vous avez envie que votre enfant ne présente plus de signes autistiques tandis qu'il est TSA et que ça paraît très compliqué. Et nous, les soignants, on peut être un peu rabat-joie en vous disant des choses du genre, si ces enfants-là ont des intérêts restreints, c'est bien que pour eux, ça a un intérêt et que ça peut constituer une béquille. Et j'en reviens à cette notion de enlever une béquille, ça peut être un peu dangereux. Néanmoins, effectivement, les ouvrir à plein de choses, leur faire découvrir plein de choses, ça peut être très, très intéressant. Tout ce qui est sensoriel aussi peut être très intéressant. La cuisine, on n'a pas parlé du trouble de l'oralité, mais c'est aussi très, très présent. Donc voilà, il y aurait tant de choses à dire. Je suis très frustrée. Sandra, j'espère que j'ai un petit peu répondu à la question. Euh, euh, Est-ce que l'âge moyen des personnes atteintes de TSA est plus basse que celle des normaux adultes? Waouh, j'ai pas compris la question. Est-ce que l'âge moyen des personnes atteintes de TSA je crois que la question, c'est sur l'espérance de vie, peut-être. Merci Sandra de me remercier. Liliana, est-ce que c'est sur les... Ah, ok. Alors, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend de l'autonomie de la personne. Si c'est, alors je vais dire Asperger, alors que c'est un gros mot aujourd'hui de dire ça, mais c'est pas grave, hein. On est entre nous, donc on peut l'utiliser. Si c'est une personne qui présente un syndrome d'Asperger, elle aura une vie tout à fait identique aux normaux adultes, entre guillemets, et ça va être très important chez les enfants autistes et chez les personnes présentant un TSA, de les sensibiliser à l'autonomie pour qu'ils prennent correctement soin d'eux, de manière à avoir une espérance de vie qui se rapproche au maximum de celle des normaux adultes. J'espère que je réponds à la question. Il y a encore des questions. Toc, toc, toc. Doit-on restreindre? Alors attention. Donc, je dois répondre à une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Donc, je vais répondre à la question de Camille et je demande pardon à toutes les personnes qui avaient des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Alors, Camille, doit-on restreindre l'écran à un enfant de TSA? Mon enfant est passionné d'informatique, notamment Google Earth. On limite, mais il y a beaucoup de colère du coup. Oui, forcément. Le mieux est l'ennemi du bien, j'ai envie de dire. Donc, dans l'idéal, les écrans, effectivement, il faut restreindre. Surtout quand ils vont limiter l'accès au langage chez les enfants très, très jeunes. Néanmoins, chez un enfant qui a un langage qui est bien installé et qui a un intérêt intellectuel pour les écrans et que ça lui apporte quelque chose, je pense qu'en dosant correctement, ça peut être très, très intéressant. J'espère que je réponds à la question. Je suis extrêmement frustrée de ne pas pouvoir répondre à plus de questions.
Malheureusement, je vais devoir vous quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vais laisser mes coordonnées, bien sûr, aux personnes qui sont intéressées, me dit l'administrateur du groupe. Merci pour ce partage avec vous. Toutes mes excuses pour le démarrage un peu laborieux avec l'ordinateur. Ben voilà, j'ai un problème de micro sur mon ordi, super. Le téléphone, c'était utile. Vous voyez, les écrans, ça peut être utile. Hein, voilà. Donc, Alexandra Brunino-Gier, psychologue libérale à Istres. Vous pouvez passer, je pense, par la boutique en ligne Bien-être autiste pour avoir de plus amples informations. Peut-être qu'on pourra vous laisser un petit encart avec mes coordonnées de manière à pouvoir me recontacter si c'était nécessaire. Moi, je voudrais juste clôturer pour dire que j'aime pas parler de l'autisme, mais des autismes. Et du coup, pareil, des patients, parce qu'ils sont tous tellement différents les uns des autres. Voilà. J'espère que ça aura été bénéfique pour tout le monde. Je regarde un dernier coup s'il y a quelque chose d'important sur le chat de l'administrateur. Non. Trop court, oui, je suis désolée. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une très, 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 très bonne soirée et au plaisir de pouvoir à nouveau partager des moments aussi intéressants avec vous tous.